Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où on va mettre en commun pas mal tout ce qu'on a vu depuis le début de la session en faisant l'étude complète d'une fonction ou ce qu'on pourrait aussi appeler le tracé de courbe. Pour arriver à faire ça, on va travailler avec 9 étapes. Donc, première étape, on va trouver notre domaine, comme toujours pour savoir où est-ce que la fonction se trouve à exister. Deuxième étape, on va trouver les asymptotes horizontales. On va faire un petit rappel sur les asymptotes dans quelques instants. Troisième étape, on va trouver les asymptotes verticales. Quatrième étape, notre dérivée première. Cinquième étape, ses valeurs critiques. Sixième étape, la dérivée seconde. Septième étape, ses valeurs critiques. On va faire un beau gros tableau avec tout ça pour finalement être capable de faire une belle esquisse de notre graphique. Donc, un petit rappel sur les asymptotes. Pour les asymptotes horizontales, on a besoin de faire deux limites, la limite à plus l'infini puis la limite à moins l'infini de ma fonction. Et si ça me donne une constante, donc un nombre réel, à ce moment-là, on va avoir une asymptote horizontale à y égale ce nombre réel-là. C'est important de toujours faire les deux limites, parce qu'il faut savoir, il peut y avoir des asymptotes horizontales différentes à gauche et à droite. Les seuls cas où on ne fera pas les limites, c'est si justement l'infini ou moins l'infini ne fait pas partie de notre domaine. Pour ce qui est des asymptotes verticales, bien là, on se rappelle qu'il fallait qu'on trouve les candidats. Les candidats qui étaient les valeurs exclues du domaine, les bornes ouvertes des intervalles du domaine et les points charnières si on a une fonction par partie. Pour chacun de ces candidats, on va les faire la limite à gauche et la limite à droite de cette valeur-là. Cette fois-ci, il faut que la limite me donne un infini pour que je puisse dire que j'ai une asymptote horizontale. Quand on travaillait avec les asymptotes, pas horizontales, mais verticales, pardon. Quand on travaillait avec les asymptotes verticales, on se posait tout le temps la question, est-ce que je suis obligé de calculer des deux côtés? Et on disait que non, parce que dès que d'un des deux côtés, on avait un infini, on avait un asymptote. Mais là, comme on va vouloir tracer le graphique, ça va être important, même si du premier côté, on trouve un infini, d'aller vérifier de l'autre côté pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de comment faire notre esquisse de graphique. Donc, si on veut faire l'étude complète de la fonction x-1 sur x2. Alors, notre première étape, c'est de trouver le domaine. Donc, le domaine de cette fonction-là, ça va se trouver à être tous les nombres réels, sauf 0, parce qu'on a un dénominateur x2, puis x2 va valoir 0 quand x va valoir 0. La deuxième étape, trouver les asymptotes horizontales, fait qu'on va faire la limite lorsque x tend vers l'infini de cette fonction-là. Ça me donnerait l'infini sur l'infini. Quand on a l'infini sur l'infini, on avait dit qu'on mettait la plus grande puissance de x en évidence en haut et en bas. Donc, on aurait x fois 1 moins 1 sur x sur x2. Le x d'en haut peut se simplifier avec 1 des x d'en bas. Fait que si je remplace par l'infini, ça va me faire 1 sur l'infini. Ça va me donner 0. J'ai donc une asymptote horizontale à y égale 0. Mais je vais quand même faire la limite de l'autre côté pour vérifier si je n'aurais pas une deuxième asymptote ou une asymptote différente. Si je remplace par moins l'infini, c'est la même chose. Ça me donne un infini sur un infini. Je fais la même démarche. Je mets la plus grande puissance de x en évidence en haut et en bas. Et après avoir fait ma simplification, si je remplace, ça me fait encore 1 sur l'infini. Bien, cette fois-ci, c'est 1 sur moins l'infini, qui me donne encore 0. Donc, je n'ai pas de nouvelle asymptote. Mon asymptote est vraiment à y égale 0. Mais elle est des deux côtés. Elle est autant à plus l'infini qu'à moins l'infini. Troisième étape, on va aller vérifier les asymptotes verticales. Donc, comme j'avais un candidat à 0, je vais faire la limite quand x tend vers 0 plus. Puis je vais refaire la limite quand x tend vers 0 moins après. Ma fonction, c'était x moins 1 sur x2. Donc, si j'ai x moins 1 sur x2, quand je remplace en haut, ça me fait moins 1. En bas, j'ai un 0 plus au carré qui me fait un 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, ça me donne moins l'infini. J'ai donc une asymptote verticale à x égale 0. Malgré ça, je vais aller vérifier de l'autre côté. Lorsque je vais vérifier de l'autre côté, c'est la même fonction. Je vais remplacer par 0 moins. En haut, ça me donne encore moins 1. En bas, c'est 0 moins au carré qui est encore 0 plus.
Donc, ça me donne encore moins l'infini, qui me confirme la même asymptote, mais je sais que des deux côtés, on va descendre vers moins l'infini. Alors, l'étape suivante, c'est la dérivée première, ma fonction x moins 1 sur x2. Donc, si je veux dériver x moins 1 sur x2, c'est une division. Donc, prime 1, pas prime x2, moins pas prime x moins 1, prime 2x sur dénominateur au carré, qui est x4. Si je distribue le 2x dans la parenthèse, je vais obtenir x2 moins 2x2. Moins par moins, ça fait plus 2x sur x4. Donc, ça me donne moins x2, parce que j'ai x2 moins 2x2, plus 2x sur x4. Fait que si en haut, je mets un x en évidence, il va me rester x fois 2 moins x. J'ai simplement inversé les deux termes. Ce serait moins x plus 2, mais ça revient au même, sur x4. Et en simplifiant un x d'en haut avec un d'en bas, ça me donne 2 moins x sur x3. Cinquième étape, c'est les valeurs critiques de la dérivée première. Donc, mes valeurs critiques ici, j'ai une valeur critique à 0 pour le dénominateur et j'ai une valeur critique à 2 pour le numérateur. Donc, deux valeurs critiques. On continue. Je vais vérifier la sixième étape qui est la dérivée seconde. Donc, pour faire la dérivée seconde, je prends ma première dérivée et je la dérive une nouvelle fois. Ma première dérivée qui était 2x sur x3, donc prime moins 1, pas prime x3, moins pas prime 2 moins x, prime 3x2. Sur dénominateur au carré, mon dénominateur au carré qui va se trouver être x3 au carré, donc x6. Si je distribue encore comme tantôt sur ma parenthèse, en haut, je vais obtenir moins x3, moins 2 fois 3x2, donc moins 6x2. Et puis moins, moins, ça fait plus x fois 3x2, donc plus 3x3. Tout ça sur x6. Donc, moins x3 plus 3x3, ça me fait 2x3. Moins 6x2 sur x à la 6. Si je mets 2x2 en évidence, il va me rester en haut x moins 3 sur x6. Et là, le x2 d'en haut peut se simplifier avec le x6 d'en bas. Donc, il me reste 2 fois x moins 3 sur x4. Septième étape, les valeurs critiques de la dérivée seconde. Donc, les valeurs critiques de ma dérivée seconde ici, je vais me trouver à avoir une valeur critique à 0 en bas et une valeur critique à 3 en haut. Donc, j'ai deux valeurs critiques, 0 et 3. Huitième étape, finalement, le tableau des signes. Je regardais si je m'étais fait un tableau. Non, fait qu'on va y aller à la main. Désolé pour les lignes qui vont être un petit peu croches, c'est certain. Donc, en haut, j'ai ma ligne X. Bon, ma ligne X, il va falloir que j'aille y mettre toutes les valeurs critiques. Fait que si je regarde les valeurs critiques que j'ai une valeur critique à 0 à 3 pour la dérivée seconde, à 0 à 2 pour la dérivée première, et j'oublie pas mon domaine qui est les réels sauf 0. Donc 0, 2 et 3. Donc un intervalle, 0, un intervalle, 2, un intervalle, 3 et un intervalle pour terminer.
Étant donné que 0 ne fait pas partie du domaine, toute la colonne 0 est à hachurer. La ligne suivante, c'est la ligne de ma dérivée. Donc, sur ma ligne de dérivée, j'avais comme valeur critique 0, qui est hors du domaine, et j'avais aussi 2. 2 qui était une valeur critique qui venait du numérateur. Donc, ça veut dire que 2, on va avoir un 0. Et 3, c'est une valeur critique de la dérivée seconde. Donc, je n'ai rien de particulier à marquer pour l'instant. Si je m'en vais essayer une valeur plus petite que 0, mettons que je prends moins 5 dans ma dérivée, 2 moins 5, ça me fait du positif. Sur moins 5 au carré, sur du négatif. 1 plus par du moins, ça va se trouver à me donner du négatif. J'ai donc du négatif ici. Si j'essaye une valeur entre 0 et 2, je pourrais essayer par exemple 1. Si j'essaie 1, 2 moins 1, ça fait du positif, puis 1 à la 3, ça fait du positif, du plus sur du plus, ça me fait du plus. Même s'il me reste 3 colonnes sur ma ligne de dérivée, je sais qu'elles vont tous avoir le même signe parce que je n'ai pas de nouvelles valeurs critiques. Si j'avais fait seulement l'étude de la dérivée première, je n'aurais pas eu de valeur critique à 3. Donc, je peux essayer une seule valeur. Par exemple, je pourrais prendre 3. Donc, si je vais remplacer par 3, 2 moins 3, ça me fait du négatif, et 3 à la 3, ça me fait du positif. Du moins sur du plus, ça me fait du moins. Donc, je sais que toutes les cases suivantes, parce qu'ils n'ont plus de valeur critique de dérivée première, vont toutes être du moins. Ma ligne suivante, ça va être la ligne de la dérivée seconde. Donc, f' de x. Fait que dans ma dérivée seconde, je me trouve à avoir une valeur critique à 3 pour le numérateur et j'ai ma valeur critique à 0 qui ne fait pas partie de mon domaine. Donc, je vais aller essayer une valeur plus petite que 0. Si je prends moins 5 moins 3, ça me fait moins 8. Moins 8 10 fois 2, ça me fait un négatif. Puis en bas, j'ai une valeur à la 4 qui est positif. Un moins sur un plus, ça me fait un moins. Pour les 3 colonnes suivantes, je vais avoir le même signe puisque je n'ai pas de valeur critique de ma dérivée seconde. Fait que je pourrais essayer la valeur 2. 2 moins 3, ça me fait du négatif. Donc du négatif en haut. Puis en bas, vu que c'était à la 4, c'est du positif. Donc ça va me faire du négatif. Je vais avoir du négatif partout dans ces 3 colonnes-là. Et il me reste à essayer une valeur plus grande que 3. Si je prends 10, 10 moins 3, c'est positif. Donc du positif en haut, du positif en bas, ça me fait du positif. La ligne suivante, c'est la ligne de ma fonction. Là, on va avoir plusieurs indications à écrire là-dedans. Dans ma première partie, vu que la dérivée première est négative, c'est décroissant. Et vu que ma deuxième dérivée négative, c'est concave vers le bas. Dans l'intervalle suivant, ça va être croissant, mais toujours concave vers le bas. L'intervalle suivant, décroissant et concave vers le bas. Et dans le dernier intervalle, décroissant et concave vers le haut. Qu'est-ce que je peux dire au point 2? Bien, avant le point 2, c'était croissant, après c'était décroissant. Je vais donc avoir un max. Et qu'est-ce que je peux dire au point 3? Bien, avant le point 3, c'était concave vers le bas et après concave vers le haut. Je vais donc avoir un point d'inflexion. Je me rajoute encore une dernière valeur, encore une ligne à mon tableau. Cette ligne-là, je vais l'appeler, cette ligne-là, je vais l'appeler E de G pour esquisse de graphique. E de G. Donc, c'est de mettre en commun les signes de la ligne suivante. Donc, je veux avoir quelque chose qui est décroissant et concave vers le bas. Donc, ça va avoir la forme suivante. Pour ceux qui ont de la difficulté à trouver c'est quoi, je mets la base à la même endroit que pour la flèche, donc en haut à gauche, et je sais que je m'en vais en bas à droite avec la forme de la bonne concavité. Dans l'intervalle de 0 à 2, je pars de en bas à gauche et je m'en vais en haut à droite avec une concavité vers le bas. Pour le troisième intervalle de décroissant et concave vers le bas. Et finalement, décroissant et concave vers le haut. Rendu là, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire, même si ce n'est pas une ligne officielle, d'aller remplir le bas du tableau avec toutes les informations que j'ai prises durant les dernières étapes.
Donc, mon domaine sauf 0, j'ai déjà assuré mon 0. J'ai une asymptote horizontale à y égale 0 et autant à gauche qu'à droite. Donc, ça va aller à une hauteur 0 autant à gauche qu'à droite. C'est pour ça que vis-à-vis moins l'infini, je vais aller mettre un 0. Et vis-à-vis plus l'infini, je vais aller mettre un 0. Autre information que j'avais dans l'étape 3, j'avais un asymptote vertical à x égale 0, mais je voyais que de chaque côté du 0, ça me donnait moins l'infini. Donc, de chaque côté du 0, je vais mettre un moins l'infini. Finalement, ça serait intéressant pour mon maximum puis pour mon point d'inflexion de connaître la hauteur à laquelle ils sont. Donc, pour le maximum, il faut que j'aie remplacé par 2 dans ma fonction. Fait que si je vais remplacer par 2 dans ma fonction, 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 2 au carré, ça me fait 1 quart. Donc, ça veut dire que j'ai mon maximum qui est à une hauteur 1 quart. Je peux l'inscrire ici dans ma case ou je peux l'inscrire en bas, là, c'est à votre choix, ça n'a pas bien d'importance. Et pour le point d'inflexion, il faut que j'aille remplacer par 3. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Et en bas, 3 au carré, ça fait 9. Donc, 2 neuvièmes. Donc, j'ai mon point d'inflexion qui va être à 3, 2 neuvièmes. Et maintenant, ça va être super facile de faire ma dernière étape, donc mon tracé de courbe, parce que je le sais que ça part de 0, que c'est décroissant concave vers le bas jusqu'à moins l'infini. Donc, ça part de 0, décroissant concave vers le bas jusqu'à moins l'infini. Ça repart de moins l'infini, c'est croissant concave vers le haut. Excusez, croissant concave vers le bas, jusqu'au point 2, 1 quart. Ensuite, ça redescend toujours en étant concave vers le bas jusqu'au point 3, 2 neuvièmes. Et finalement, ça va être décroissant concave vers le haut jusqu'à mon asymptote à 0. Donc, il me reste juste à tracer ça dans un graphique qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc, j'ai mon axe des Y, une flèche est bien identifiée. J'ai mon axe des X, une flèche est bien identifiée. Je sais que j'ai une asymptote horizontale à 0 des deux côtés. Et je sais que j'ai une asymptote verticale à 0 des deux côtés. Donc, si je trace, on dit qu'on part de 0, concave vers le bas, décroissant jusqu'à moins l'infini. Je vais avoir de l'autre côté le point 2, 1 quart. Je le mets un peu haut là, parce que les échelles ne sont pas vraiment indiquées. Et je vais avoir un point d'inflexion à 3, 2 neuvièmes, qui est un petit peu plus bas. Donc, si je suis la courbe, je pars de moins l'infini et je m'en vais jusqu'à un maximum ici. Ensuite, je redescends avec un point d'inflexion. Donc, quand je redescends, je vais recommencer pour essayer de l'exagérer peut-être pour vous le montrer comme il faut. J'ai mon point d'inflexion qui va être ici. Donc, ça redescend en étant concave vers le bas. Et à partir du point d'inflexion, la concavité change pour m'en aller de l'autre côté. Donc, mon graphique pourrait ressembler à quelque chose comme cela. Qu'est-ce qui est super important? Ben, c'est vraiment où est-ce qu'on a les maximums, les minimums, les points d'inflexion. Et on a tout vu ça, on a tout été capable de faire ça avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la session. Il vous reste à pratiquer un peu pour être capable de faire plusieurs graphiques comme ça. Il y en a de toutes sortes. On va en faire en papier, mais il faut en faire